Alors, dans cette conférence, j'ai pas exactement, j'ai un peu dévié de mon sujet, mais j'ai essayé de parler du contexte général des années de Galien comme médecin des gladiateurs à Pergame, sa patrie. Et je vais parler de cela d'un point de vue de ces théories, de l'entraînement athlétique d'une part, et j'ai choisi donc d'envisager les 3 ans de ce retour de Galien dans sa patrie du point de vue un peu global, à savoir que de réfléchir à ce que voit Galien quand il arrive dans sa patrie. Je prends un exemple. Pour moi, avant de travailler sur ce sujet, c'était pas très clair si, au IIe siècle après Jésus-Christ, on voyait l'autel de Pergame ou bien pas. Et un peu quel était ce qui était visible, quelle est la visibilité en matière de monuments, quelle était la visibilité aussi du pouvoir romain à Pergame, et quel était l'essor de certains cultes. Je pense au culte d'Asclépios, évidemment, qui s'est bien développé pendant cette période. Et aussi, je voulais rendre compte un peu de l'ambiance des jeux de cirque et de gladiateurs, essayer de parler un petit peu du paysage sonore des jeux de gladiateurs, et aussi des aspects sociaux de ce médecin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui appartient à l'élite, à l'aristocratie locale, savoir un peu quels sont les liens avec le pouvoir, mais aussi quelle est son attitude par rapport aux gladiateurs, aux athlètes et aux gymnastes. Euh, Galien, je me suis aussi intéressée à la question de savoir comment Galien perçoit les gladiateurs du point de vue médical, et aussi peut-être d'un point de vue en lien avec la gymnastique, ses théories, parce qu'il a des théories sur la gymnastique, mais aussi du point de vue éthique. Alors, malheureusement, cette vaste entreprise demande des connaissances dans des domaines pour lesquels je suis plus ou moins bien formée, mais c'est une démarche certainement louable, mais peut-être que c'est pas en une demi-heure que je peux régler toutes ces questions. Et n'hésitez pas à me faire des critiques, donc si vous n'êtes pas d'accord avec certains points sur lesquels je dirai certaines choses. Donc, Galien est né en 129 après Jésus-Christ, est mort, on n'est pas absolument sûr, hein, mais est mort en 216, et la date de sa mort est encore moins certaine que la date de sa naissance. En 157, soit à l'âge de 28 ans, Galien quitte Alexandrie pour Pergame, où il se voit confier la prestigieuse fonction de médecin des gladiateurs. Il quitte la ville à l'automne, c'est-à-dire il quitte la ville de Pergame à l'automne 161, peut-être 162 selon Vivian Norton, 161 selon Véronique Boudon. Et donc, je vais essayer de vous montrer la ville de Pergame du point de vue comme lieu d'éducation de Galien, comme lieu de formation, avec la bibliothèque notamment, l'Asclépieion, le temple, le sanctuaire d'Asclépios. Et donc, essayer de vous donner je ne vais pas probablement pas y arriver, mais un petit peu de spatialité visuelle, un peu de spatialité sonore, et ensuite, pour discuter après, en fait, les aspects dangereux de la gymnastique tels que Galien les décrit. Donc,
Je passe donc à ma première diapo. J'ai élaboré un handout que tous ceux qui voudraient l'avoir peuvent avoir très volontiers après. Il vous suffit de m'écrire et je vous l'enverrai. Je n'arrivais pas à vous le mettre sur le chat, donc je vous le. Mais c'est pas du tout que je m'y réfère, mais vous aurez comme ça les références, les textes que j'utilise. Donc, vers 28 ans, Galien marchait en se dirigeant vers Pergame. Donc, je vous rappelle, donc vous avez Pergame ici, le fleuve, le Caïque qui est tout près, vous êtes tout proche de Lesbos. Galien aussi fait des études à Smyrne, qui est à peu près à 75 km en ligne droite. Et il sera aussi question dans mon exposé d'Éphèse, parce qu'on a fait des découvertes archéologiques intéressantes à Éphèse, mais c'est juste pour vous situer la chose assez rapidement. Je remercie beaucoup de diapos m'ont été données par Thierry Petit. Je l'en remercie chaleureusement de m'avoir aidé sur ce dossier. Donc, là, pour ce qui est du paysage, là, on peut imaginer que certains disent qu'il était à pied pour revenir à Pergame, ou en disant il serait venu par voie de terre. Et donc là, vous voyez l'acropole de Pergame dans l'arrière-fond. Et à l'époque de Pergame, eh bien, à l'époque de Galien, voici ce que ça donnait, la vue générale. Là, vous avez une vue plus rapprochée de l'acropole, et là, vous avez une reconstitution un peu ancienne des monuments visibles. Et alors là, simplement, l'attention que je voulais attirer votre attention sur le fait que, à l'époque de Galien, et ça Pausanias, par exemple, le dit, le Grand Hôtel était encore visible. Et donc, il y avait un certain nombre de monuments anciens qui subsistaient. C'est aussi le cas de certains éléments nouveaux. On a aussi des traces de la présence romaine, notamment le temple de la Néocorie de Trajan qui domine et dont je vais reparler. Donc c'est une sorte, il y a diverses marques de la présence des Romains. Les Romains ont effectué beaucoup de restructuration, aussi d'amélioration de certains bâtiments. Et je passe, bon, ça c'est une maquette. Donc là, vous voyez toujours le Grand Hôtel. Et là, vous avez aussi un monument important qui n'apparaissait pas jusqu'ici. C'est le théâtre de Dionysos, un théâtre grec, mais qui a été amélioré. Là, vous avez au bout de la rangée, là, vous avez le temple de Dionysos. Tous ces monuments étaient aussi restaurés à l'époque romaine. Je passe à un plan plus grand de la citadelle. Il y a d'autres éléments qui sont importants, notamment vers le bas de l'image, le temple, le sanctuaire de Déméter, très important pour Pergame. C'est important pour les imorphiques, mais ça n'a aucun lien avec le propos d'aujourd'hui. Mais aussi un certain nombre de gymnases sur lesquels je reviendrai. Donc, là, vous avez rapidement le sanctuaire de Déméter, et ici, cette belle restitution du haut de la ville. Je voulais vous parler un petit peu des gymnases. Tout d'abord, pour dire que la ville possédait 6 gymnases, mais c'est possible, en fait, qu'il y en ait même un 7e, et c'est Galien, dans la méthode de traitement, nous dit que Théagène, un philosophe cynique, tenait des discussions publiques dans le gymnase de Trajan.
Et dans ce gymnase de Traslan, Jacques Boulogne, qui a fait une merveilleuse traduction d'ailleurs de la méthode de traitement, admet une opinion généralement admise que cette scène se passe à Rome, mais en fait, c'est très, très possible que ce soit à Pergame. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il parle d'un certain Statilius Attalos, et il s'agit, selon Jacques Boulogne, c'est quelqu'un de totalement inconnu. En fait, c'est quelqu'un qui est attesté dans les inscriptions. Peu importe, 6 ou 7, il y avait un certain nombre de gymnases. Et donc, voilà, il y a d'autres constructions. La ville s'est étendue et je dois faire une très rapide incursion historique, c'est-à-dire que Pergame est une ville fastueuse, a été une ville fastueuse. Elle a eu un petit moment assez difficile au 1er siècle avant Jésus-Christ parce qu'elle a un peu mal choisi ses alliances. Mais au 2e siècle après Jésus-Christ, à nouveau, c'est une ville en plein essor. On a vu que Trajan avait sa place sur l'acropole. Adrien, on le voit par les statues, des assimilations de ses empereurs à Zeus Asclépios, et donc un nouveau faste à cette époque. Il y a, et là, je voulais vous montrer, donc ça, je m'excuse, mais c'est pas magnifique, mais c'est juste pour vous montrer d'un côté l'acropole et l'étendue de la ville, et un bâtiment très important pour Galien, c'est l'Asclépieion, qui a un essor très fort pendant les premiers siècles. Et vous avez à l'époque de Galien une riche femme qui s'appelle Flavia Melitine, qui a financé une nouvelle bibliothèque en marbre polychrome. Et donc, c'est vraiment une ville qui se développe. Dans les Passions et erreurs de l'âme que nous avions traduit, Galien nous parle d'une ville de 120 000 habitants, d'autres vont plus haut jusqu'à 200 000. Pour nous, ça ne paraît pas très grand, mais Galien fait référence au programme architectural de cette ville. Ce qui est intéressant, c'est que son père était architecte et il a sans doute participé à ce programme architectural. En tout cas, Galien nous parle dans les traités d'anatomie des travaux pour construire le temple de Zeus Asclépios. Donc, Galien, c'est un médecin, mais c'est quelqu'un qui a aussi, et je vais juste vous montrer un certain nombre d'images de l'Asclépieion qui sont impressionnantes. Là, vous avez là où on traitait les malades, et je vous laisse sur cette image. C'est très important, donc la médecine pour Galien, mais aussi son rapport avec Asclépios. Quand il doit partir en guerre avec un médecin de Marc Aurèle, il dit qu'il a eu un signe d'Asclépios lui disant qu'il ne fallait pas aller se battre. Et ça, c'est assez socratique comme ça. C'est Asclépios qui lui... Et du coup, il devient le médecin personnel de Commode. C'est plus tard dans sa biographie, mais donc simplement pour vous signaler les liens très forts qu'il a avec Asclépios. C'est aussi... il y a un élément important de la ville, c'est l'approvisionnement en eau. Là, vous avez l'aqueduc. C'est un aqueduc tout à fait impressionnant. Je vous passe les détails. J'en avais sur le débit, etc. Ce qui nous intéresse par rapport à Galien, c'est que Elius Aristide, dont il a déjà été question, par exemple, dans la conférence de Philippe Mudry et qui occupe beaucoup Martin Voyer, eh bien,
il est de 12 ans l'aîné de Galien, et il a fait de longs séjours à Pergame. Il a écrit un panégyrique de l'eau de Pergame, et peut-être, enfin, en lien avec cet approvisionnement en eau. C'est important pour notre sujet parce que c'est grâce à ces eaux que la ville a pu se développer, aussi les bains, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important par rapport au développement de la ville. Heu, J'en viens plus proche de notre sujet, à l'amphithéâtre. Donc vous avez vu le théâtre, il y avait même 2 théâtres, et là, l'amphithéâtre, il n'en reste, pas, il en reste pas grand-chose. Là, vous avez un peu des images. Là, vous avez, un dessin, mais vous voyez que les parties qui en restent sont assez peu nombreuses, et donc l'amphithéâtre est traversé par en dessous par un des affluents du fleuve. C'est un amphithéâtre, donc c'est là que nos gladiateurs vont se battre, ou plutôt se sont battus. On pense qu'il pouvait contenir à peu près 20 000 spectateurs, mais on n'en est pas tout à fait sûr. En revanche, ceux d'entre vous qui sont allés voir Pompéi ont vu le magnifique amphithéâtre, et là vous avez une fresque du Musée national de Naples avec justement une bagarre qui se passe au milieu de l'amphithéâtre. Donc, pour revenir à mes gladiateurs, eh bien, ils vivaient dans des casernes, et à Pergame, on ne les a pas trouvés, mais on en a trouvé par exemple à Pompéi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le contexte un peu géographique. Je m'excuse si c'était un peu long. On sait, pour le contexte social, je ne peux pas m'étendre, mais je veux juste insister sur le fait qu'on ne sait pas si Galien était un citoyen romain, il n'en dit rien. Mais Plutarque non plus, il dit rien, et on l'a trouvé dans les inscriptions qu'il était effectivement un citoyen romain. En tout cas, la longueur de ses études, le fait qu'il possédait une villa dans la campagne de Pergame, tout ça indique qu'il était lié au plus puissant de la ville, et qu'il avait et on le voit aussi par ses dédicaces, ses liens avec l'aristocratie romaine, et on peut le déduire d'autres auteurs comme Aelius Aristide, Lucien, et aussi l'étude de l'épigraphie. Le père de Galien était un architecte, je vous l'ai dit, mais il s'intéressait aussi aux chiffres, à l'arithmétique, comme d'ailleurs Galien le dit assez souvent. Et on a trouvé des inscriptions. Vous avez une correspondance, et qui serait attribuée à un Aelius Nicon, qui pourrait être le père de Galien, et qui fait une correspondance entre des lettres et des chiffres. Vous savez que les Grecs... et donc là, vous avez les calculs par rapport à ces inscriptions. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est juste intéressant par rapport à la vision de Galien du rapport entre le macrocosme et le microcosme. Mais j'arrête avec cela et je passe plus directement à des questions de paysage sonore, comme je vous avais dit. On ne pense pas forcément à cela. Moi, pour la religion grecque, je pense que j'avais l'image mentale de la cathédrale de Genève, qui est froide et froide et froide, et qui n'est pas du tout décorée. Puis c'est un jour, une fois, c'est en Inde, que tout d'un coup, je me disais, mais j'avais quand même tout faux par rapport à ça. Et donc, juste de parler du paysage sonore, je pense que ça vaut la peine. C'est ce que fait Jocelyne Nellis-Clément dans un article qui s'appelle « Le cirque et son paysage sonore ». Et elle évoque, je pense, une approche intéressante de penser à la musique, de penser à tout aux cris qui s'y passaient. Et elle rapporte un passage de Dion Cassius où Commode, ça se passe à Rome, hein, mais c'est transposable, c'est en 190. En fait, vous avez
on reprochait à Cléandre, qui était préfet du prétoire, d'être responsable du mauvais approvisionnement de Rome. Et il y a une émeute qui prend place pendant une course. Et tout d'un coup, tout le monde, le public se met à vociférer. Il y a la foule se déchaîne, même sort du cirque et se rend dans la ville. Et finalement, Commode est sur la Via Appia, dans la Villa des Quintilli, et il revient, et puis il fait exécuter le personnage incriminé. Et du coup, et ainsi que son fils. Mais tout ça, c'est intéressant par rapport à tout ce climat absolument très sonore de ces jeux. J'en viens donc aussi au contexte qui me semble fondamental des jeux et qui est celui d'une violence quotidienne. Dans les romans grecs et latins, on voit cette violence s'exercer, on voit la présence quotidienne de violence. Et je pense que c'est important de garder ça, d'avoir une idée du contexte, même si on aime notre Galien, etc., de ne pas perdre de vue ce contexte. Galien, donc, je passe à Galien, médecin des gladiateurs. Les combats de gladiateurs étaient à l'origine des célébrations funèbres, et c'est à Rome un divertissement qui plaît aux foules. C'est un spectacle spécialement sanguinolent, violent, et mêlé à d'une atmosphère de combat, d'animaux sauvages, de sang et une omniprésence de la mort qui faisait partie de l'ambiance. On a peut-être un esclave, c'est pas absolument, il y a des désaccords là-dessus, mais un esclave qui incarnait le dieu de la mort, Dispater, et qui aurait parfois administré le coup final sur les gladiateurs. La foule pouvait hurler pour sauver ou laisser mourir un gladiateur, et les gladiateurs étaient dans certains costumes que vous voyez ici. J'attire juste votre attention sur l'image que vous avez. Alors, je m'excuse, c'est une image plus tardive, mais elle est assez, elle est belle à voir. Et vous remarquerez aussi que ce personnage qui est sous le trident, là, est assez corpulent. Et on reviendra à la question de la corpulence des gladiateurs. Vous avez aussi là des différents costumes de ces gladiateurs, et donc certains combattaient avec des filets, mais vous avez aussi des personnages qui sont presque nus. Vous voyez, le Retiarius, là, il est très peu habillé. Enfin, il y a des parties de son corps qui sont dénudées, et c'est aussi le cas, je ne me souviens plus si là, mais il y a des personnages, par exemple, Asticius, là, il a très très peu de protection. C'est aussi le cas du personnage, l'autre Astacius, qui et a un petit bouclier et qui est juste enveloppé d'une sorte de pagne. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est la présence de ces corps, et qui sont sur scène. C'est des gens qui sont des malheureux, mais c'est aussi des acteurs. Ils ont des noms de scène, ils ont des noms qui tirent de leur origine. Ça peut être des noms mythologiques, ça peut être des noms. Il y a aussi parfois une nuance d'ironie. Il y avait une inscription qui comprend un Orphée, hein, et cet Orphée, probablement c'était quelqu'un qui venait de la Thrace, mais c'est sûr que dans l'arène, il ne se battait pas avec de la poésie, une lyre et de la gentillesse, mais donc je pense qu'il y a une nuance d'ironie dans ce choix de nom.
Et ces gladiateurs incarnaient les valeurs militaires romaines, comme l'a bien montré David Potter. Il y a aussi une dimension érotique dans ces performances, l'exhibition des corps, aussi de la mort, c'était des corps huilés et qui a été mise en avant par certains savants. Et j'ai un détail, c'est que la sueur des athlètes rentrait dans certains remèdes, d'une part, et aussi dans certaines recettes de magie. J'essaie à l'heure de la sieste de vous garder réveillés avec des exemples un peu pas très appétissants. Pour ce qui est du témoignage de Galien, il y avait donc des combats de gladiateurs à Pergame et c'était le grand prêtre qui les organisait. Il était chargé d'organiser les munérats de gladiateurs, soit les fêtes en lien avec le culte impérial. Et le haut dignitaire pouvait être donc celui qui a désigné, qui a choisi Galien, c'est peut-être le grand prêtre de Trajan, dont on a vu le temple, ou bien peut-être un des autres prêtres du culte impérial. En tout cas, ces membres de la hiérarchie sont célébrés dans les inscriptions locales et appartiennent à la classe dirigeante, tout comme Galien. Les grands prêtres achetaient des troupes de gladiateurs qu'ils revendaient à leurs successeurs. Et donc, c'était soit des hommes libres, mais qui devaient signer un contrat, soit des esclaves, mais ils valaient cher. Le prix des esclaves gladiateurs est passé de 3 000 à 15 000 sesterces au cours du IIe siècle. Après Jésus-Christ, c'est Potter qui indique ça en se référant à une inscription. Et donc, il y avait des bonnes raisons pécuniaires à ne pas préserver leur santé et à leur choisir un médecin. Donc, les gladiateurs, s'ils mouraient, devaient être remplacés par le grand prêtre. Et donc, c'est pour ça que Galien a été choisi. Galien nous dit que, je ne sais trop comment, et vous avez le texte sous les yeux, le grand prêtre de notre ville décida de me confier à moi seul, malgré mon jeune âge, les soins à donner aux gladiateurs. Je venais alors d'entrer dans ma 29e année. Donc, à 28 ans, il a été choisi et il montre à quel point c'est extraordinaire. Et Galien insiste énormément sur le fait que c'est pour ses talents médicaux qu'il a été choisi. Dans un autre passage, il raconte comment il a passé un concours de vivisection de singes. Il y avait à l'époque de Galien des démonstrations de vivisection d'animaux, etc., en public, des sortes de conférences. Et dans ce cas, il incise le singe, il en sort les intestins, et puis il dit qui c'est qui veut remettre les intestins à leur place. Personne ne se propose, et lui-même le fait. Mais il est vivant, hein, le singe, et il réussit à remettre les intestins, le recoudre, et le singe survit. Le passage est encore plus lugubre après, donc je vous épargne. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est un peu, il se met en scène un peu comme un combat de gladiateurs, et il y a une thèse de Edward Felsenheld qui parle justement des moments où dans la médecine, Galien se compare à un gladiateur. Je ne veux pas pousser trop là-dessus, mais pour le lecteur moderne, ce genre de scène est assez pénible. Et d'autre part, on peut relever que peut-être c'est un excellent médecin, c'est peut-être là-dessus qu'il a été choisi, mais c'est aussi probablement pour ses liens avec les familles locales. Il appartient à l'aristocratie. Galien nous rapporte qu'il a, au contraire de ses prédécesseurs, il a eu un taux de mortalité chez les gladiateurs très peu élevé. Pour lui, c'est sûr que c'est aussi une occasion d'accéder au corps.
à l'intérieur de corps de ces personnages. Ça a au point de vue formatif, c'était intéressant. Et aussi, il rapporte qu'il a changé un certain nombre de choses. Il utilise de l'huile à la place de l'eau chaude. Et il a aussi innové en suturant, par exemple, les muscles avant de suturer la peau, ce qui était bien pour eux. Dans le domaine, l'archéologie nous a révélé un cimetière de gladiateurs qui est à Éphèse et là vous avez les blessures à la tête. Alors Galien lui parle beaucoup de blessures aux jambes, il parle jamais de lésions crâniennes que j'ai vues, mais là vous voyez en fait ces impacts de tridents, d'épées, de casques sur ces pauvres gladiateurs. Et donc, si vous n'étiez pas convaincu de la violence de la chose, c'est le moment. J'ai encore un moment je peux encore parler un moment ou bon, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais donc. Ok, je prends 5 minutes. Donc, l'autre élément intéressant par rapport à Galien, c'est le fait qu'il joue un rôle dans l'alimentation des sportifs. L'alimentation des gladiateurs, c'était une alimentation à base végétarienne, à base d'orge, mais qui les faisait énormément grossir. Et l'entraînement visait la même chose. L'idée, c'était, d'après les chercheurs, de protéger les coups des blessures. Vous avez vu ce gladiateur qui était assez gras. Mais d'après ce que j'ai pu voir en regardant un peu les histoires de régime des sumo ou bien des footballeurs américains, ça doit aussi avoir un rôle dans le combat, c'est-à-dire que le fait d'être des espèces de gros gras, ça les aide à mieux tenir. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ce genre de choses, mais j'ai un peu regardé de ce côté-là. Toujours est-il que ma question, c'était un peu de me poser la question donc, par rapport à la gymnastique. En plusieurs endroits, Galien nous dit parmi celles qui sont désignées avec un ajout, la bonne condition des athlètes dont Hippocrate dit à juste titre, chez ceux qui sont exercés en gymnastique, les bonnes conditions à leur extrême sont dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Ailleurs, il dit aussi que le but de l'entraînement des athlètes, c'est de produire un remplissage un remplissage démesuré. Et tout ça, je me demandais en fait comment il conciliait ça avec le fait qu'il était médecin des gladiateurs. Alors, beaucoup ont écrit là-dessus en disant oui, mais les athlètes, c'est pas la même chose que les gymnastes, etc. Mais le régime alimentaire des gladiateurs, c'est le même. Et du coup, je me suis un peu posé la question pourquoi est-ce qu'il condamnait cela? Est-ce qu'il condamnait les athlètes? Et j'ai trouvé aucune trace de cela. Il n'y a pas jamais de condamnation ni de la santé des athlètes. Il y a des condamnations de la santé des athlètes, mais jamais de celle des gladiateurs. Et je ne pense pas que c'est parce qu'on a perdu des œuvres, mais peut-être que les trouvailles les démentiront. Ce que je pense, c'est simplement que il appartient à une classe sociale, ça fait partie du paysage. Et lui-même, par exemple, il parle de ses clients en les nommant, ses clients riches de Rome, etc. Les gladiateurs, il les nomme jamais. Il les nomme, mais en groupe. Donc, il parle de monomachoi. Et donc, je trouve que c'est intéressant peut-être d'essayer de mettre ça dans une perspective sociale. Et j'ai lu un certain nombre de choses qui disaient que Galien aurait éventuellement condamné les jeux de gladiateurs. Et là, de nouveau, je me demandais si c'était pas simplement une partie de la vie et que lui, au niveau éthique, des fois, il admire le courage des gens de manière assez stoïcienne. Il dit,
tel est tel, les chrétiens, ils sont courageux quand ils meurent, mais ils déplorent pas la mort et je me demande si, justement le contexte plus général nous donne pas une autre, idée, c'est-à-dire que ça faisait un peu partie de la vie, tout simplement. Enfin, en conclusion, j'ai essayé de replacer, les 3 années de Galien auprès des gladiateurs dans un contexte plus large et j'ai l'impression qu'il y a plus de données à glaner dans l'œuvre de Galien, aussi en lisant Lucien, Luce Aristide, etc., et en faisant des ponts entre les, les uns et les autres. Et je voulais le faire, disons, dans la perspective de travaux comme ceux de Mario Vegetti en Italie et de Heinrich Schlange-Schöningen, avec une perspective un peu sociale de l'approche. Mais à refaire, je pense que j'aurais fait une conférence beaucoup plus limitée dans le sujet. Je vous remercie.